Il regarde comme ça. Et il dit non, mais de toute façon, on n'en peut pas. Bon, bah, trop bien. Ah, mais d'ailleurs, faudrait que je mette parce que il y a le festival. Oui, alors elle est. Non, je pense pas là aujourd'hui, mais je vais mettre. J'avais des amis, quand effectivement. Je voudrais célébrer mon espèce, car mon espèce célèbre le tout du tout de mon espèce. Mon espèce célèbre le bonheur et la peine de son espèce, la douleur et la jouissance de son espèce. Mon espèce célèbre la naissance, la mort, les âges, les séparations, les retrouvailles de son espèce. Mon espèce célèbre la joie, l'extase, la souffrance, la folie, l'horreur, les crimes de mon espèce. Mon espèce célèbre les saints, les artistes, les poètes, les savants, les sages, les héros, les rois, les prophètes, les faux prophètes, les bourreaux, les martyrs, les tyrans, les criminels de mon espèce. Ainsi est mon espèce, qu'elle célèbre le n'importe quoi de son espèce qui se réjouit autant de la vie que de la mort de son espèce. Car mon espèce est une espèce qui détruit sa propre espèce. Mon espèce s'extermine au nom du mal comme du bien, du passé comme de l'avenir de son espèce. Mon espèce massacre mon espèce au nom de ses terres, de ses dieux, de son or, de ses croyances comme de ses incroyances. Tout rentre, tout fait ventre dans le carnage de mon espèce par mon espèce. Mon espèce est le meilleur auxiliaire de la mort et des souffrances de son espèce. Mon espèce étripe mon espèce au nom de l'amour, de la liberté, de la justice, de la vérité et de tous les anciens et futurs paradis de l'espèce. Mon espèce ravage mon espèce au nom de l'humanité comme de l'inhumanité de mon espèce.
Mon espèce pollue ce qu'elle invente de plus sacré dans le fumier de mon espèce. Et mon espèce tue et traite les autres espèces comme sa propre espèce. Mon espèce entasse les bêtes qu'elle mange dans des hangars où ils pourrissent vivants et enferme dans des camps où ils pourrissent vivants les membres de son espèce. Mon espèce viole les femmes et les enfants de son espèce. Mon espèce prend fusil, bombarde, gaz, des membres, égorge, poignarde les hommes, les femmes et les enfants de son espèce. Ainsi est mon espèce, plus sanguinaire et malfaisante que toute espèce. Comment peut-on célébrer une espèce aussi nuisible que mon espèce? Une espèce oublieuse et avide qui se soumet au pire de l'espèce et anéantit les meilleurs de son espèce pour ensuite les célébrer. Car mon espèce se rachète et achète son humanité en célébrant les victimes de mon espèce. Et les tessons de lumière qui éclairent la nuit de mon espèce servent de pardon la cruauté de mon espèce. Il faut être une espèce décervelée comme l'est mon espèce pour croire qu'un Dieu tout-puissant puisse absoudre ses crimes contre son espèce. Il faut être déboussolé comme l'est mon espèce pour imaginer qu'un quelconque infini puisse ressembler à ce qu'invente à son image la sauvagerie de mon espèce. Car mon espèce se sert de ses dieux pour mettre à mort les membres de son espèce. Mon espèce peut louer le créateur de toute espèce, puis sortir de ses prières, crucifier, lapider, égorger en son nom d'autres membres de mon espèce. Comment croire aux dieux de mon espèce qui sont des dieux déféqués par la cervelle détraquée de mon espèce? La fente d'infini qui traverse le nom de Dieu dans mon espèce est ramenée à la mesure de la porcherie de mon espèce, et aucun Dieu ne peut ressusciter l'âme de mon espèce assassinée par mon espèce. Ainsi est mon espèce qu'elle fait endosser à ses dieux la porcherie de mon espèce. Qui sauvera mon espèce de mon espèce? Une espèce qui se gorge de meurtre est une espèce condamnée à la non-éternité de son espèce. L'âme de mon espèce fond comme glaçon entre les mains sanglantes de mon espèce emportée par sa peur et sa passion de la mort. Car mon espèce passe le plus clair de sa vie à amonceler richesse et prière contre la mort et à se soustraire à la vie pour se donner à la mort. Mon espèce dépense des trésors d'intelligence à se persuader que la mort est la vie et que la vie est la mort. Mon espèce a honte du désir et de la vie auquel elle préfère la putréfaction de la mort. Mon espèce préfère s'insulter par les organes et les actes du plaisir de sa propre espèce plutôt que d'accepter la mort. Mon espèce a une perversion de l'âme infiniment plus grave que les perversions du pauvre corps animal de mon espèce. Il faut être déglingué comme l'est mon espèce pour s'enterrer vivant dans la mort et vouer sa vie à la mort. Mais ainsi est mon espèce qu'elle préfère les délires de son esprit malade à la fragilité mortelle de son corps. C'est mon espèce qui martyrise le corps animal de mon espèce par peur de la mort et se console de la mort contre la chair animale de mon espèce. Car mon espèce se love sous les mamelles des mères de son espèce et entre les bras et les cuisses des autres membres de son espèce pour oublier la mort. Mon espèce dépaisse les corps des mères de son espèce, abat les vieillards de son espèce, écartèle les femmes de son espèce, arrache les couilles des hommes de son espèce, lui brandit ses trophées pour amadouer la mort. Mon espèce peut le matin bercer ses enfants avec des yeux de biche, aller en éventrer d'autres 2 heures après, puis se laver le sang des mains au robinet avant de dorloter de nouveau la progéniture de mon espèce. Ma folle espèce, affolée par le temps infime de son corps, préfère mourir sa vie plutôt que de vivre la durée si courte de son corps. Mon espèce, terrifiée par la mort, se précipite dans la mort par frayeur de la mort. Mon espèce creuse dans sa chair le sillon de la mort, et l'âme de mon espèce dégringole dans le trou du pied de la mort. Ainsi est l'instabilité effrayante de mon espèce pétrie de nuages et de fanges, et qui remplit de fanges et de nuages la fosse de la mort. Infini
sont la bêtise et l'orgueil de mon espèce, qui sacrifie mon espèce à sa goinfrerie de bien durant sa vie et à sa goinfrerie de survie après la mort. Il faut être abruti comme l'est mon espèce pour détruire la terre, se payer à elle-même un impôt sur la destruction de la terre et continuer de détruire jusqu'à sa propre mort. Il faut être aveuglé comme l'est mon espèce pour ne pas voir que la terre et l'univers se fichent de mon espèce. Mais l'immensité de la prétention et de l'imbécilité de mon espèce est le seul infini accessible à mon espèce. Mon espèce fait de sa vie le croupion de la mort. Mon espèce essuie son avenir sur le paillasson de la mort. Toute la vitalité de mon espèce se consume à remplir la panse de la mort, à combler le trou du ventre de la mort par la mort. Et la mort déborde dans la vie de mon espèce, recouvre la vie de mon espèce, enfouit sous elle la vie de mon espèce. La mort jouit dans mon espèce. Ainsi célébrer mon espèce revient à célébrer la mort. Si je pouvais, je sortirais de mon espèce, mais je suis de même espèce que les autres membres de mon espèce. Comme tous ceux de mon espèce, je loue et vitupère mon espèce. Mon effroi devant la cruauté de mon espèce fait de moi un membre commun de mon espèce qui se distingue par l'amour et la haine de son espèce. Comme tous les membres de mon espèce, je suis de cette espèce qui étrangle et étreint, bénit et maudit les membres de son espèce. La seule issue pour un membre de mon espèce, conscient de la dangerosité de son espèce, est de s'immoler ou de se faire exécuter par son espèce. La seule issue qu'aient trouvé les membres clairvoyants de mon espèce pour échapper à la honte et à la fatalité de mon espèce est d'être mis à mort par leur espèce. Ainsi, les membres de mon espèce, bienveillants à l'égard de mon espèce, n'ont-ils d'autre choix qu'entre le meurtre et la mort? Les duplices et mon espèce, qui célèbrent également la destruction et le sacrifice des membres de son espèce. Duplice et double mon espèce, qui protège et étouffe contre sa poitrine les membres de son espèce. Car mon espèce serre dans ses mains les mains de mon espèce. Mon espèce accueille au chaud des plis de son corps les corps de mon espèce. La tendresse de mon espèce pense les blessures de mon espèce. Mon espèce ouvre désespérément son cœur et son âme à mon espèce. Mon espèce illumine la nuit de mon espèce. Mais si grande est la versatilité volatile de mon espèce, il suffit d'une rognure d'ombre pour qu'elle se prosterne de nouveau devant la mort. Ainsi est mon espèce, qu'elle pétrit le pain de la vie et se partage celui de la mort. La soif de paix de mon espèce est un fétu de paille emporté par la violence de mon espèce. L'animalité humaine de mon espèce, une larme noyée dans le torrent de l'humanité humaine de mon espèce. Le dévouement de mon espèce est une poignée de terre arrachée au continent de férocité de mon espèce. Le flot d'amour de mon espèce, une goutte d'eau dans l'océan de sauvagerie de mon espèce. Le courage de mon espèce devant la mort est un grain de sable face à la lâcheté de mon espèce qui se voue à la mort en donnant la mort à son espèce. Car mon espèce a inventé 1000 manières d'assassiner mon espèce, mais pas une seule manière d'aimer continuellement les membres de son espèce.
espèce. Aimer son espèce est au-dessus des forces de mon espèce. Toutes les ressources de fraternité et de compassion de mon espèce, toutes les capacités de sentir et de penser de mon espèce sont insuffisantes pour parvenir à aimer continuellement une telle espèce. Il faut être un joyau de l'espèce pour ne pas vouer aux gémonies une espèce aussi bornée et destructrice que mon espèce. C'est pourquoi mon espèce célèbre les joyaux de son espèce qui parviennent à ne pas honnir leur espèce. Mais mon espèce est trop envieuse et jalouse pour célébrer vivant les joyaux de son espèce. Mon espèce ne célèbre que mort les bienfaiteurs de son espèce et se lave de ses infamies par le remords. Ainsi est mon espèce, adorant le remords et les prophètes du remords, qui lui enjoignent de se repentir pour mieux se soumettre à la mort. Ainsi est mon espèce, toujours gagnante à la loterie de la mort. Le cœur de mon espèce est le charnier métaphysique de la mort. Mais dans son cœur, mon espèce ne cesse de pleurer sa mort et ses morts. Telle est mon espèce, qu'elle pleure les victimes et les morts dont elle remplit l'histoire de mon espèce. Telle est mon espèce, qu'elle célèbre la moelle de la vie dans l'os de la mort. Ma pauvre espèce souffre de la maladie et de la douleur de la mort. Ma malheureuse espèce, affolée par la mort, se jette follement au bout de la mort. Ma misérable espèce se meurt d'avoir nommé la mort. Comment célébrer cette tragique espèce qui se débat mortellement dans sa terreur de la mort? Comment célébrer l'insoumission de mon espèce asservie par mon espèce? Le rire cosmique de mon espèce devant l'inconséquence de mon espèce? La révolte tenace de mon espèce contre la tyrannie de mon espèce? La douceur délicate de mon espèce outragée par la brutalité de mon espèce? La résistance inflexible de mon espèce torturée par mon espèce? La dignité de mon espèce humiliée par mon espèce? L'intelligence de mon espèce dilapidée par la sottise de mon espèce? La générosité de mon espèce éprimée par l'avarice de mon espèce? L'ingéniosité de mon espèce dévoyée par la vivacité de mon espèce? La puissance de mon espèce submergée par la puissance de mon espèce? La lucidité de mon espèce anéantie par l'aveuglement de mon espèce? La grandeur de mon espèce rongée par la petitesse de mon espèce? L'espoir de mon espèce étouffé sur le désespoir de mon espèce? La religion obstinée de mon espèce écrasée par mon espèce? Les sanglots de mon espèce conduits par mon espèce dans la vallée de la mort? C'est un extrait d'un texte recueil qui s'appelle « Il y a des choses que non » de Claude Vert, que vous pouvez trouver ici à la vente. Je ne sais pas, Claude, tu es dans le coin, donc il y a des livres, si vous voulez lire plus loin dans ce recueil qui s'appelle « Il y a des choses que non » et c'est des célébrations de l'espèce. Je vous remercie.
absolument important pour toute personne qui souhaiterait, enfin homme ou femme d'ailleurs, qui souhaiterait se lancer dans la poésie. Tu sais quoi? Tu sais quoi? Laisse tomber. Laisse tomber, je ne plaisante pas. Je ne plaisante pas. Ai-je l'air de rire là? Est-ce que je ris? Laisse tomber. Ça ne vaut pas la peine. Pour ce que tu vas en faire, pour ce que tu en attends, et ce qui t'attend si tu y vas, comme ça, tête baissée, prête à plaire. Pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi tu veux écrire de la poésie? Tu le sais? C'est pas le bon plan, la poésie. C'est pas même un plan. Tu aimes la poésie, vraiment? Ce n'est pas en lire qui va te sauver. La poésie, c'est pas un fascicule de développement personnel. Ça y ressemble quand on a de la merde dans les yeux. Mais ce n'est pas cela. Pourquoi tu aimes ça, la poésie? Je parle mais je t'écoute. Réfléchis bien. Non, je ne veux pas savoir qui as-tu lu et laquelle de tes côtes cela a-t-il déplacé les nuits durant lesquelles le sommeil t'a laissé en plan. En lire, je veux bien, mais pourquoi en écrire? Pourquoi tu veux devenir poétesse? Tu sais ce que c'est déjà? Tu sais ce que ça veut dire devenir? Pourquoi tu veux t'infliger ça? Nous infliger ça? Non, je ne veux pas savoir à quel âge tu as écrit ton premier poème. Je cite, « Je le crois, seule l'épreuve suffocante, impossible, donne à l'auteurice le moyen d'atteindre la vision lointaine, attendue par un lectorat, là des proches limites imposées par les conventions. Comment nous attarder à des livres auxquels, sensiblement, l'auteurice n'a pas été contrainte? » Je ferme les guillemets. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Georges Bataille, sauce inclusive, parce que c'est ainsi qu'il aurait été s'il vivait encore parmi nous. T'as vu la poussière, là? T'es allergique? Prends la poussière, ça peut toujours servir. C'est en oreille, ça? Sais-tu écouter? Montre tes ongles. Sais-tu griffer? T'agripper? Sais-tu défoncer les portes, quitte à y laisser des doigts coincés dans le chambranle? Sais-tu laisser les portes ouvertes derrière toi, une fois au chaud dans la maison branlante du maître, quand bien même pour y entrer t'as sorti la tronçonneuse? Sais-tu reconnaître une poétesse? Sais-tu, sauras-tu lire devant 5 personnes dans une librairie minuscule, 5 personnes dont 2 assoupies, 3 qui t'ont déjà entendu lire 10 fois, une qui est là juste parce qu'elle a envie de niquer avec toi, 4 qui ne t'écoutent pas mais viennent pour te lire leur propre texte et te vendre leur propre livre une fois que tu auras lâché le micro, quand micro il y a. Sais-tu les plaies que cela ouvre? Sauras-tu les recoudre le soir même, après avoir vomi dans les chiottes et pleuré tout en eau avant d'y retourner, grand sourire? Sauras-tu tenir les cheveux à tes sœurs au-dessus du chiotte et leur tendre ta jupe pour s'essuyer les lèvres? Sauras-tu leur donner veste s'il pleut? Sauras-tu reconnaître une poétesse quand elle a encore toutes ses chairs, ramasser ses dents sur le trottoir et la tenir par les épaules? Sauras-tu ne pas tourner le dos au monde, à la terre, à la fange, au comptoir et au bitume, au tien, aux tiennes? Je te parle à toi. Oui, à toi, abeille, négresse du prophète. Alors de tes jambes, je parle au lait de ta bouche. T'as eu peur? Je rigole. T'as failli laisser tomber, hein? Non, t'es une vraie. Prends ma main. Allons près de la fenêtre. T'as le vertige? Tu sais faire du feu? Ça ressemble à ça, la poésie. Je cite.
la poésie en tant que sublimation révélatrice de l'expérience, et non de ce jeu de mots stérile au nom duquel, trop souvent, les pères blancs ont galvaudé le mot poésie. Fin de citation. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Audre Lorde, reine des négresses du prophète, prophétesse. Cette autre prophétesse dit ceci, c'est Kathy Hacker qui parlait sans doute d'autre chose, mais je sais au fond que c'était ça qu'elle voulait dire, qu'elle parlait de poésie, alors voilà. Stylistiquement, contraste simultané, extravagance, incohérence, pensée difforme, informe, orthographe lamentable. Qu'est-ce que ça signifie? Quel est le secret de ce chaos? Fin de citation. Eh bien, le secret c'est cela, c'est le nom même de ce chaos, poésie. Alors, veux-tu faire un stage dive dans le chaos? Glisse-toi dans ma chair. Habite avec moi cette maison au toit qui s'affaisse. Nous sommes dans la maison. As-tu pris la poussière? Nous allons fabriquer des allumettes avec, ensemble. On va brûler la maison le plus vite possible. Parfois on attend quelqu'un, et c'est une autre qui arrive, nous mord l'épaule. Ça fait du bien de temps en temps, une belle saignée. Prends tes affaires et viens. Nous devons cesser d'attendre et aller au-devant des choses. Il n'y a rien à attendre, il n'y a rien à attendre de l'attente. Il faut mordre à son tour pour réveiller ses sœurs, brûler le tribunal. Pour tout te dire, voilà, sache-le d'emblée. De toute ton œuvre, il ne sera gardé que les balbutiements. Regarde les surréalistes. Leur œuvre a été dépossédée de toute sa nature critique, à la fois politique, esthétique et sociale. Il n'est gardé que les poèmes d'amour dans les mémoires des lectrices, et leur iconoclasme est vendu en carte postale à Beaubourg. Quitte à ce que tes poèmes finissent sur les tote bags et les emballages de cornflakes, fais-le toi-même, de ton vivant. Que ça te fasse vivre, que ça fasse vivre ton travail, que ta sueur ruisselle sur tes sœurs. N'aie pas peur, n'aie pas honte de prendre l'argent qui te revient. Ne le laisse pas en héritage aux spéculateurs déjà remplis. Prends l'argent, il est à toi. N'aie pas honte de le désirer, il est à toi. Et redistribue à ta guise ensuite. Il n'y a pas de femmes vénales, il n'y a que des hommes qui souhaitent les appauvrir, les démunir pour mieux les dominer. La poésie n'est pas gratuite, c'est un travail. C'est ton travail, si tu souhaites en faire ton travail. Forme-toi, apprends de nouvelles langues et des poésies d'ailleurs. Lis, vis. L'art, la vie, les conversations de bistrot et de supermarché, le prix des couches, la chanson populaire, les flyers, la sociologie, la politique, la varicelle et la variole, les nuits sans sommeil, les nuits de 10 heures, la VR, les gueules de bois et les vacances, le conflit. N'hésite pas à aller au clash si ton travail est menacé, si ton intégrité est bafouée. La nage, la cuisine, le ménage et tout, absolument tout sera nourriture pour ton travail. C'est un travail, ton travail, si tu le désires. N'aie pas honte d'aimer ce que tu fais. N'aie pas honte de demander rétribution pour ce que tu aimes faire. Il n'est pas écrit qu'il faille aller au charbon à reculons, en risquant le burn-out, en souhaitant la mort de ses collègues pour exiger d'être payé. On ne paye pas pour la souffrance et la haine, on paye le travail bien fait. Laisse la porte ouverte. Accueille à bras grands ouverts. Ce n'est pas chez toi ici, c'est chez qui veut. Laisse la lumière te traverser. Désigne ton corps comme motif impérial. N'écoute personne, pas même moi là qui te parle, parce que payé pour le faire, tu seras toujours jeune et vieille, parfois en même temps, parfois trop jeune et vieille, parfois en même temps. Parfois trop jeune, petite abeille, et trop vieille, petit lait. Fais ce que tu veux, mais fais pas n'importe quoi. Ils t'attendent au tournant et n'hésiteront pas à t'effacer d'un revers de main. On regarde Louise Collet, plusieurs fois couronnée par le prix de l'Académie française de son vivant. Et tout ce qu'on retient d'elle, ce sont les noms de ses amants. Sa tombe est à l'abandon, ses vers inconnus. T'inquiète, je ne les connais pas non plus. Pas une page dans les manuels d'histoire de la littérature. Regarde, Mrelidan Nekatek.
poétesse Ranafoot, icône punk endolorie, opposante politique sans concession, performeuse du haut atlas qui écrit, qui choisit qui niquer et qui finit inconnue parce qu'un homme a parlé d'elle à sa place, parce que analphabète, parce que colonisée. Regarde Sylvia Plath, recueil immense, Ariel and Other Poems, mais agencé selon le bon vouloir de son mari qui n'a rien respecté de sa volonté d'ouvrir le livre sur Love et de le finir sur Spring. Parle de tes sœurs, dis leur nom, c'est aussi le tien. Sors de toi-même, tu suffoqueras, mais tu renaîtras, de beaux poèmes plein les poches. T'inquiète, ce qui tue, ce n'est pas la poésie, ni les émotions, ni les expériences. Ce qui tue, c'est l'inaction, les blagues sexistes et les mains au cul, au sens propre comme au figuré. Aiguise des dents et des coches. Own your desire. Merci. Voilà, je vais laisser un petit temps de passage et de transition, le temps aussi pour vous de redescendre de cette magnifique lettre de Rim Batal. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est une vraie question. Moyen. Hop. Donc on va fermer. Si je fais comme ça, non, mais si je me rapproche, si je le mets plus au milieu, Oui, c'est mieux. c'est mieux? Oui. Ok. Non mais je suis vraiment pas habituée des micros, je suis désolée pour ces petites secondes techniques. Vous pouvez pas rentrer là-dessus. Parce que nous on l'entendait très bien Rim, j'espère que ça a été le cas pour vous. Non, mais là, c'est bien. Ah ben, vous pouvez trouver de toute façon la lettre donc, qui est parue là il y a même pas un mois dans Lettre à une jeune poétesse aux éditions de l'Arche, accompagnée de plein d'autres lettres que je vais découvrir bientôt mais qui à mon avis sont absolument fabuleuses. Moi je vais vous lire un inédit, c'est spécialement pour ce soir, c'est parce que je suis très bonne élève et que j'ai respecté la consigne de Vanda dont le thème était le désordre. Alors je suis allée regarder sur Wikipédia, désordre, et Wikipédia dit « Un désordre est un défaut constaté sur un élément d'ouvrage d'une construction. Un désordre peut être considéré comme un dommage, dans le sens où il y a eu préjudice. L'étude des désordres, de leur origine et des mesures à mettre en œuvre pour les éviter ou les réparer s'appelle la pathologie. 6 juillet, fracas. De nouveau, la chute. Bascule physique. Ça y est, rien n'est plus. Le flou s'empare des viscères. Les rêves se reconfigurent à toute allure. Il faudrait réussir à expliquer ce vertige intérieur, ce coup de poutre entre les épaules, comme dans les films d'horreur, quand l'héroïne se fait surprendre dans les bois et que plus rien ne peut la protéger des feuilles mortes où elle va sombrer. C'est pratique, les victimes. Et en plus, ça fait vendre. C'est vrai, l'innocence blonde qu'on décapite, c'est bien plus pratique, pour ne pas prendre la réalité de plein fouet dans l'infini de sa complexité. Mais quelque chose fuit, loin, affreusement loin, un grondement sourd, comme une botte sur la gueule. Cet été n'a vraiment rien de solaire. Le cri se heurte au silence général. L'ordonnance passe et dans la chambre obscure, les spasmes tachent la robe en grappes de bave, de larmes et de tout. Mais l'amour porte de ses 2 mains autour de tes hanches l'orage qui te ronge pour qu'il s'épande de sa patience. Il contient ton abysse. Lui ne veut pas partir, elle ne peut pas rester. C'est déchirant, un avenir qui s'effondre quand on le tient encore dans ses mains. Respire, marche, hurle, appelle, cherche la confiance, avec les ongles s'il les faut. Ce n'est pas encore le temps de l'irréparable. Demain, est-il vaincu? Non.
Il est juste caché, et tu le sais. C'est par la connaissance aiguë du sol qu'on apprend à se relever. Alors bouge, dépasse le deuil rouvert, sors. Sur le perron calme, les nuages s'effacent, laissent à l'obscurité sa puissance, et le regard trouve toujours son étoile, pile en face. La mort donne aux êtres chers la lueur nécessaire pour nous parvenir et contrer la folie. Sous cette lumière, pas de faux pas. Te revoilà debout, avec la valise qui roule, trouve le quai, avance, contre toute attente. Les larmes se déversent encore, mais toutes douces, et la valise roule. Dans le train, à contresens, la crainte, si tu t'endors, que ta vie prenne une autre direction. Aux aguets derrière la vitre sale, le suspens te scotche. Au siège, c'est que, dans le contraste des passages, le voile se dissipe. Ton visage revient enfin sur ton visage. Et ça roule, jusqu'à la lagune, jusqu'au groupe, entre la mer et l'étang de Thau. Gros. Wikipédia dit « Un gros est un espace opérant une communication entre les eaux de la mer et les eaux intérieures. Un gros s'ouvre à l'occasion d'une crue ou d'une tempête. » Une fois dans l'eau, le haut se porte en bracelet sur le poignet. La poitrine convenable nage côte à côte avec la naturelle. La chair pointe, toute blanche, presque blême, comme une sortie de tôle longue peine. Il faut bien se protéger du cancer et des possibles regrets après les insultes pour excès d'authentique. Sur la plage ne se défait que la corde du dos. Le secret est gardé par le sable. Les épaules se chargent des arceaux du carcan, trop de flemme pour que ce matin chaud comme un beignet se transforme en manifeste. Surtout que la liste des traquenards est longue. Non vaccinés, non opposés, non blanches, non noires, non âgés, non jeunes, non publiés, non ignorés, non célibataires, non divorcés. Avant midi, certaines conversations ne peuvent pas être tenues correctement. Alors, devant la Méditerranée nue, faire le serment du calme, la promesse que, de tous les seuils, tu feras ta demeure, et encore avec des foutues fleurs, que les passerelles soient des caresses pour le regard. Trop d'efforts peut rendre aveugle. Il vaut mieux couper les élastiques et mettre ses bras en rond pour endormir l'enfant. De ces grands yeux noirs, la nouvelle génération attend la chanson de la nouvelle chef de famille. Qu'est-ce qu'elle a donc fait, la petite hirondelle? Elle nous a bipé un brin de liberté. Nous la rattraperons, la petite hirondelle, et nous lui donnerons 3 grands coups de bâton. Passe, passe, passe ça, sanitaire, sanitaire, passe ça, sanitaire, il restera. Qu'est-ce qu'elle a donc fait, la petite hirondelle? Elle nous a grillé un grain d'unité. Nous la rattraperons, la petite hirondelle, et nous lui donnerons 3 grands coups de bâton. Passe, passe, passe ça, sanitaire, sanitaire, passe, passe, passe ça, sanitaire, on n'oublie pas. Son rire fracasse le brouillard. C'est en boucle que se répète l'histoire. Première baignade au creux des fortes vagues, la rencontre avec la grand-mère se fait 10 ans après l'envol de ses cendres. Voilà, ta place est là, dans la solitude de la tisseuse. Alors, reviens chez toi, attends pour laisser tremper, admettre et constater, refaire couler, malaxer et essorer, à répéter jusqu'à ce que l'eau soit claire, le sang dilué, prêt à parcourir sa vie dans le réseau d'assainissement. Chaque mois, par le bas, la grande chorégraphie du cosmos.
Entre tes doigts, le rite se faufile, du brun épais à l'écarlate translucide. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, coule la terre, jouissent les femmes, se lavent les culottes. Ce n'est agréable pour personne la fin d'un cycle. Heureusement, les 33 bougies donnent un peu de magie. La transition se fait avec une infusion et un moustique. Une belle cérémonie de résurrection. 16 septembre. Sous chaque pyramide, un charnier d'esclaves. Sous chaque justice, une lignée de résistance. Wikipédia dit: en architecture, l'ordre détermine les proportions, les formes et l'ornementation de toute partie construite en élévation, en particulier des colonnes, sans que leur présence soit impérative. Moi, je suis pas sûre de ce micro. Je sais pas. Je sais pas si. Est-ce qu'on en a besoin de micro? Pas vraiment. Hein. Tout le monde m'entend? Oui. Donc comme ça va vous changer. Tu t'en sers pas du micro? Ouais, non, tu peux le couper. Alors, moi, c'est un texte qui est comme un voyage. C'est un... Je vous dis rien. Un arc-en-ciel au-dessus de moi, avec le sol qui est blanc et les nuages. Et moi j'avance comme ça, tout doucement. Et là il y a d'autres rangées de gens. Et il y a encore un petit garçon. Tout d'un coup, il me prend par la main, cette fois-ci, et il m'emmène. Il m'emmène dans un gros fauteuil rouge, en cuir, et là je peux m'asseoir dedans. Je peux m'asseoir et m'étaler. Et il me fait un bain de pieds. Il me les frotte. Et l'eau est chaude et elle sent bon. Elle sent la lavande. Et le petit garçon... Et après, il me sèche avec une serviette toute chaude. Et moi, je reste là comme ça. Et je suis bien. Et je me prélasse comme ça un peu. Et il y a des petits oiseaux. Ils sont venus me chanter des trucs dans l'oreille. Et ils s'envolent. Et là, c'est un autre monsieur qui arrive. Il a une grande barbe. Et moi, tout d'un coup, je porte un manteau très long. Un manteau en jean bleu. Et il est long jusqu'aux pieds. Et même, je pense qu'il descend plus bas que mes pieds. Il traverse peut-être même le sol. Il traverse les nuages et le sol. Il traverse tout. Donc, je suis dans cet habit bleu. Et le monsieur qui est en face de moi me parle, mais impossible de savoir ce qu'il me dit. Mais ça me dérange pas. C'est-à-dire que je comprends quand même. Mais j'entends pas les mots. Et puis j'avance ma main. Il me prend dans ses bras. Et je me réallonge. Ensuite, je ferme les yeux et je retraverse les nuages pour arriver sur la terre, dans la terre, à l'intérieur. C'est une terre qui est mouillée et je retourne à cet endroit de forêt. Il se met à pleuvoir hyper fort et c'est une pluie magnifique. Une pluie qui me fait du bien, une pluie qui me réveille et qui me permet de me sentir ma peau. Une pluie d'été qui rafraîchit parce qu'il fait un peu trop chaud dans cette terre humide. La terre, c'est chaud. Et il y a quelqu'un qui passe sa tête, il me regarde et je suis complètement nue. Mais je m'en étais pas aperçue avant. Je sais pas du tout où est passé le manteau bleu que j'avais tout à l'heure. Là, je suis complètement nue et je vois juste la tête de cette personne. Il a des cheveux bruns, mais qui lui collent la tête.
Il a une tête toute ronde avec des yeux comme des chats. Il me regarde, il me fait un signe, comme si c'était bon, on pouvait y aller, que ça allait continuer comme ça pendant longtemps. Et puis, il disparaît encore. Alors voilà qu'il sort du trou. Mais le trou, il est devenu plus grand. Il est devenu gigantesque en fait. C'est comme si ça s'était agrandi. Et plus le temps passe, et plus le trou s'agrandit. Et je vois de moins en moins ce qu'il y a autour. Mais c'est juste un trou noir, c'est juste la terre autour. Et là, c'est quelqu'un qui arrive par derrière d'abord. D'abord, je l'entends pas. Et puis, je sens juste les vibrations au sol. Et puis, il me surprend. Il me fait sursauter. Et en fait, c'est ma mère. Elle est là. Elle est toute belle. Elle a un bouquet de fleurs et une couronne sur la tête. Et elle me surprend. Elle me prend les mains. Et puis on marche dans cet endroit marron finalement, de la couleur de la terre, dans cet endroit qui est toujours humide et dont on sent les parois. On marche en silence. Il n'y a pas un mot, il n'y a pas un bruit. On continue, on marche, c'est sans fin, il se passe peut-être 2, 3, 4 heures. On continue, mais il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus. Et la personne qui est devant moi, elle s'est transformée. C'est toujours une dame, mais c'est plus ma mère. C'est une vieille dame. Comme si je voyais tous ses os. Je voyais sa structure, je voyais toute son humanité ancestrale. Je voyais tout ce qu'elle avait été. Et on est toutes les deux là. On est tout au fond du fond de la terre. Et je ne sais pas ce qu'on fait là. Je ne sais pas ce qu'on fait là, mais ça va. Je ne suis pas démunie, je suis bien. Je ne me pose pas de questions. Et plus ça va, et plus, en fait, elle perd sa chair. Elle devient juste... et on ne voit plus que ses os, finalement. Et plus ça va, et plus il n'y a plus personne. Elle n'est plus là. Il n'y a plus que les os qui sont par terre. Ils sont par terre, il y a les os par terre, et je prends un os, je me mets à les lancer en fait. Je vais prendre un os et je le lance. Je le lance très loin, dans un sens puis dans l'autre. Je les éparpille un peu tout autour de moi, comme pour former un cercle. Ça forme un cercle dans lequel je suis seule. Et puis il y a un chien qui arrive, un petit chien tout vif, qui vient à l'intérieur du cercle avec moi. Et on se met à danser ensemble dans le cercle. C'est très très beau. Il y a tout d'un coup un peu de lumière et ce chien, je le sens très proche à moi. Il est comme complice, comme si on se connaissait. Il est tacheté, il a des yeux vifs et un petit museau et il me parle, il me dit que voilà, c'est tout. C'est fini. Pour vous dire, je ne sais pas si je l'ai rallumé. Oui. Voilà, donc nous sommes donc Rim Batal, Zoé Bémont-Sénéville et Laura Buttard. Nous dirigeons l'assaut des poètes et samedi prochain, c'est ça? Enfin samedi dans 2 semaines, le 25, il y aura le bordel de la poésie, donc il y aura aussi tout un cortège d'autres poètes et poétesses. C'est de 23h à 2h au Théâtre des Déchargeurs. C'est une nuit où vous pouvez acheter de la poésie avec des jetons pour avoir un tête-à-tête avec la personne de votre choix. C'est véridique, c'est pas une vanne. Une sélection de 6 poètes que vous pouvez louer pour votre bon plaisir. Pour un 10 minutes, hein. Ouais. C'est calme. Les jetons, c'est 5 €, donc ça va. Voilà. Donc
Donc vous aurez de la poésie en tête-à-tête avec la personne de votre choix. Il y aura aussi du tarot. Et l'entrée est à 10 € au théâtre des Déchargeurs qui vient de réouvrir ses portes. C'est dans le Marais, c'est une perpendiculaire à la rue de Rivoli, juste en face du 59. Et c'est très beau et je vous le conseille vivement. Donc ce sera l'occasion effectivement de se retrouver. Il y aura aussi des lectures publiques, la présentation générale, un univers. Enfin voilà, si vous avez envie de nous y rejoindre, vous trouverez tous les renseignements sur Internet, notamment sur Facebook avec le bordel de la poésie, Instagram aussi. Mais sinon, on est là pour en discuter. Merci infiniment pour votre écoute très précieuse et puis pour Vanda de nous avoir invités. Merci à vous d'avoir accepté. Voilà, et bah tout de suite en fait.